Lutte contre la contrefaçon, Abidjan se mobilise. Le Comité national de lutte contre la contrefaçon et l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle ont signé une convention dans ce sens. Le monde de l'audit, de l'expertise qualité et certification en Côte d'Ivoire compte en son sein un nouveau venu. Il s'agit de Granger et Jiré Audit System Mine Corporate. Ouverture ce 26 mai à Abidjan du Forum du marché international des artisans. Une semaine d'exposition pour valoriser l'artisanat et les artisans. Madame, Monsieur, merci d'honorer ce rendez-vous de l'actualité sur Business 24. Bienvenue à tous. La concurrence déloyale de produits contrefaits, produits frelatés est un phénomène qui touche plusieurs secteurs d'activité. À cet effet, le Comité national de lutte contre la contrefaçon et l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle ont signé une convention pour endiguer le phénomène. Il s'agira d'unir leurs différentes forces afin d'agir efficacement sur le terrain. L'information a été donnée ce mercredi à Abidjan. Les détails avec Ange Assémian, Serge Déo et Ézéchiel Séry. Signature, parapheur en main, salutations, c'est fait. Le Comité national de lutte contre la contrefaçon, CNLC, et l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, OIPI, viennent ainsi de s'engager dans un cadre formel pour une meilleure collaboration. Le directeur général de l'Office ivoirien de propriété intellectuelle explique le principe de cette signature. Le CNLC est l'organe chargé de la lutte contre la contrefaçon en Côte d'Ivoire. L'OIPI est l'organe chargé d'administrer la propriété intellectuelle. Donc c'est l'OIPI qui centralise, si vous voulez, tout ce qui est titre de propriété. Notre travail dans cette convention-là, une fois le CNLC sera saisi d'une violation ou d'une présomption de violation de droit, donc nous serons saisis à notre tour par le CNLC pour confirmer la validité de ce droit-là avant de lancer toute forme de procédure. Donc en gros, je pense que notre rôle, ce sera ça, confirmer la validité des droits qui sont violés ou qui sont soupçonnés d'avoir subi une violation. Le président du conseil d'orientation du CNLC appelle la population à plus de vigilance et à une collaboration avec les structures engagées dans cette lutte. Donc notre appel à la population, c'est d'être vigilante par rapport à tout ce qu'ils achètent. Ce n'est pas ce qui ne coûte pas cher qui est forcément bon. Si la population observe des choses qui lui paraissent absolument étonnantes, qu'elle n'hésite pas à saisir le CNLC pour que nous puissions donc procéder à la vérification et éventuellement retirer du circuit commercial ces produits s'ils sont avérés que ce sont des produits de contrefaçon. Pour rappel, en Côte d'Ivoire, sont punis d'une amende de 100 000 à 1 million de francs et d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans s'il est établi qu'il y a une contrefaçon et fraude en matière commerciale. Ce n'est pas encore effectif, mais ça ne saurait tarder. Le monde de l'audit, de l'expertise qualité et de certification en Côte d'Ivoire va compter en son sein un nouveau venu. Son nom, Granger et Jiré Audit System Mine Corporate. Déjà présent en France, en Pologne, en Roumanie et au Burkina Faso, le groupe qui s'apprête à déposer ses valises au bord de la lagune Ébrié a présenté ses offres au siège du patronat ivoirien à Abidjan. Issa Badini et Doumbia Ayouba y étaient pour le reportage. France, Pologne, Roumanie, Burkina Faso et bientôt en Côte d'Ivoire. Le groupe GD Asmico s'installe à Abidjan, mais avant, il faut montrer le fond de la boîte afin de préparer les esprits. C'est tout le sens de l'exercice de la présidente fondatrice du groupe né à Paris en 2012, qui a choisi pour ce faire le siège du patronat ivoirien pour la présentation. Qui veut aller loin ménage sa monture, a-t-on coutume de dire, et à GD Audit, l'on ne brille aucune étape. Alors GD Asmico, en fait, c'est une structure qui évolue sur le conseil, l'appui, la formation, la certification des systèmes de management. Ingénieure de formation, experte consultante et cadre à Air Liquide France, Madame Granger dit ne pas choisir la Côte d'Ivoire sur un coup de tête. Les études de marché ont montré que la Côte d'Ivoire est la plaque tournante de l'économie, sinon l'une des plaques tournantes de l'économie africaine.
d'accord, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est le monde des affaires, c'est dynamique, c'est un contexte que nous trouvons favorable. La PDG de GD Asmico donne rendez-vous à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens d'ici 3 mois pour voir les premiers pas de son entreprise au bord de la lagune Ébrié. Mieux, elle promet que son cabinet apportera sa touche particulière. Parce qu'en fait, les prestations ne se font pas comme ça parce que j'ai le diplôme. Il faut être habilité. Donc, on a cette capacité de fournir les compétences, même à nos concurrents, pour qu'ils puissent travailler. Et en plus de cela, on est aussi dans une dynamique de faire savoir, pas méchamment, mais qu'on peut rendre le coût de la qualité, de la performance industrielle au niveau du contexte local. Pour l'étape ivoirienne, GD Asmico a décidé de marcher avec l'Amphiara Business Group. Un partenariat gagnant-gagnant et pour les deux groupes et pour la Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses. Déjà, quand je prends le côté sportif, tout à l'heure, vous avez entendu dans son exposé, parler d'un partenariat qu'elle a avec nous sur notre segment sportif, c'est de dire qu'aujourd'hui, pour compétir à l'international, il faut passer par les normes. C'est en 2012 que le cabinet a vu le jour en France. Avec son réseau de 500 consultants, GD Asmico entend révolutionner le secteur de l'audit conseil et certification en Afrique de l'Ouest. Quant à sa fondatrice, avec ses 3 origines, ivoirienne de naissance, burkinabé de par ses parents et française d'adoption, c'est une citoyenne du monde et une afro-optimiste qui se débarrasse de toute limite en termes de qualité et d'innovation. Pendant une semaine, Abidjan sera la capitale africaine de l'artisanat au féminin. Cette année encore, le réseau des femmes artisanes de Côte d'Ivoire a remis le couvert au Palais de la Culture de Treichville. Le MIA a réuni sur une plateforme les femmes de plusieurs horizons pour échanger leur savoir-faire et nouer des partenariats. Cette année, le marché a pour thème entrepreneuriat de la jeune fille, gage d'une autonomisation et d'un leadership efficace. Suivez. Le Palais de la Culture de Treichville a servi de cadre à cette 2e édition du MIA. Entendez, Marché international de l'artisanat. Fait marquant de cette plateforme, la mise en avant des créations des femmes artisanes. Elles sont venues de toute la Côte d'Ivoire pour montrer le savoir-faire dans les textiles et maroquineries ou autres accessoires de beauté. Le moins qu'on puisse dire, les femmes artisanes de Côte d'Ivoire ont du talent. En tout cas, ça me fait plaisir. Je suis tellement heureuse. Parce que c'est vrai, on travaille, mais il faut que ton travail là soit reconnu. Voilà, donc je suis très heureuse. C'est vrai, on me connaît par rapport à ma page Facebook. Mais bon, comme ça là, vraiment c'est énorme. Cette 2e édition du MIA avait un caractère particulier. Il s'agissait de mettre en avant le Made in Côte d'Ivoire en matière d'artisanat d'art, spécialement confectionné par les femmes. Le REFACI a organisé le MIA pour montrer ce que les femmes savent faire, pour montrer physiquement. On le dit toujours, nous avons des femmes battantes, des femmes qui créent, mais on n'a jamais réuni sous une plateforme ces femmes-là. Et donc nous sommes à la 2e édition du marché international des artisanes et vous avez la plupart du temps la majorité des corps de métiers représentés. Donc cette année le thème c'est l'entrepreneuriat de la jeune fille, gage une autonomisation efficace. Nous voyons des jeunes filles aujourd'hui qui cherchent la facilité. L'artisanat, c'est toute une économie, d'où le soutien institutionnel du ministère de l'Artisanat et des Métiers. Nous retenons que c'est une initiative louable, étant entendu que le REFACI, qui organise la 2e édition du marché international des artisanes, promeut l'éducation de la jeune fille à travers l'entrepreneuriat féminin. Ouvert ce mercredi, la 2e édition du marché de l'artisanat prendra fin ce samedi. L'entrée est gratuite et est ouverte au grand public. C'est au Palais de la Culture de Treichville.
Les mets qui ont bercé notre enfance seront au rendez-vous ce 28 mai au Palais de la Culture. C'est l'information donnée par la commissaire générale du festival Les Goûters de mon enfance lors d'une conférence de presse. Une idée de l'ONG Kanyemé, appuyée par l'UNESCO, qui a pour ambition de valoriser l'art culinaire ivoirien. Le compte rendu de Ange Assémian et Marius Seri. La date est connue. Ce samedi 28 mai au Palais de la Culture de Treichville se tiendra la 4e édition du festival Les Goûters de mon enfance. C'est une idée de l'ONG Kanyemé qui a pour entre autres activités la valorisation du patrimoine culinaire ivoirien et de leurs acteurs. Au cours de la conférence de presse qui marque le lancement de cet événement au siège de l'UNESCO, la commissaire générale du festival a clarifié l'intérêt de cet événement. Sous le parrainage de la première magistrate de la région de la Nawa, cette édition 2022 a pour thème l'autonomisation de la femme. L'autonomisation de la femme, parce que quand vous prenez l'activité de vente de goûter, c'est une activité génératrice de revenus. Et avec cette activité génératrice de revenus, de tout temps, les mamans ont eu, à partir de ces revenus, la scolariser, à contribuer aux charges de la famille. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, nous devons faire plus. Le tratra, l'aller-retour, les goflotos, ce pan culinaire de notre pays tendent à disparaître de notre vécu quotidien au profit des mets occidentaux. Lancé en 2018, le festival de partage des mets locaux de notre enfance a des retombées positives remarquables. Le bilan est positif, il est encourageant. Il est encourageant dans la mesure où le complexe qu'on constatait au niveau de la consommation des mets, ce complexe est en train d'être brisé, puisqu'aujourd'hui, on voit lors des thèses ces mets-là qui sont proposés. La visée économique, c'est de rendre autonome la femme, améliorer leurs conditions de vie à travers la commercialisation de ces fast-foods ivoiriens, des mets traditionnellement faits à partir de la farine. Par ailleurs, promouvoir la diversité culturelle et culinaire, une vision qui cadre avec celle de l'UNESCO. Et il faut savoir que la plupart des femmes qui sont dans ce secteur sont dans l'informel. Donc aujourd'hui, en tant que mère, c'est de prendre en compte aussi ces femmes-là qui vendent des goflotos, de la loco et tout, dans nos différents quartiers, et d'en faire des activités pérennes. Les partenaires associés à cette rencontre contribuent à ce partage de valeurs et de transmission à la nouvelle génération de façon particulière. Nous avons donc participé à ce que le festival connaisse une réussite, parce que les dames étant bien formées, elles vont donc livrer des mets sains. Les portes du Palais de la Culture s'ouvriront ce 28 mai à partir de 9h. Rendez-vous est donc pris pour déguster les plats de notre enfance. Une délégation coréenne est en mission de prospection à Abidjan dans le but de participer au développement économique de la Côte d'Ivoire à travers la création d'emplois. Dans le cadre de la mission, la délégation s'est rendue le lundi 23 mai à Coris Bank et à la société d'exploitation lagune de Bongwanou. Au terme de cette visite, la délégation coréenne et ses deux structures ont convenu de réfléchir sur les modalités d'une collaboration future. Le point de Diane Kablancan et Richard Akeke. Elle séjourne sur les bords de la lagune ébriée depuis le 19 mai 2022. Cette délégation d'hommes d'affaires coréens est à Abidjan pour une mission de prospection. Dans le cadre de cette mission, la délégation s'est rendue le lundi 23 mai 2022 dans les locaux de Coris Bank International, Côte d'Ivoire, à Treichville. Mamadou Sanon, directeur général de Coris Bank, accueillant la délégation, s'est réjoui du fait que leur choix soit porté sur son entreprise et promet de les accompagner. Nous sommes réunis ce matin pour, en tout cas, un partenariat qui se dessine entre les industriels coréens qui sont venus visiter notre pays, accompagnés de notre client Cissé, qui les a introduits. Nous pensons qu'au vu des échanges que nous avons eus, il y aura forcément des opportunités qui les intéresseront et nous serons là pour les accompagner. Ce même sentiment est partagé par le chef de la délégation coréenne. Il se dit optimiste de ce que la volonté de collaboration avec Coris Bank International puisse se concrétiser et de son choix porté sur la Côte d'Ivoire.
Évidemment, nous sommes invités par M. Cissé, mais personnellement, lorsque je suis venu en Côte d'Ivoire, je ne sens pas que c'est un pays qui est étranger. Je sens mieux, c'est-à-dire je sens que je suis en Corée même, parce qu'en voyant votre manière de vivre, vous êtes vraiment diligent, vous êtes vraiment fraternel, donc j'ai choisi ce pays. Engagée dans cette volonté de tisser des partenariats avec des entreprises ivoiriennes, la délégation coréenne s'est aussi rendue dans les locaux de la société d'exploitation Lagune Bongwano. Là-bas encore, elle a été accueillie par le PCA de cette entreprise, Victoro Moumini, qui leur a aussi assuré sa disponibilité, ainsi que celle de son entreprise pour une future collaboration. Je pourrais rajouter que cette délégation coréenne est intéressée non seulement par le développement du secteur minier, mais aussi à travers eux voir si on peut aller à la transformation de certains produits miniers comme la bauxite, le raffinage de la bauxite et pourquoi pas celui de l'or, et aussi regarder parce qu'on a beaucoup de problèmes logistiques. Même si aucune convention de partenariat n'a été signée au terme de toutes ces visites, les parties ont convenu de réfléchir sur les enjeux de leur futur partenariat. Ce mardi 24 mai, la Maison du patronat ivoirien au Plateau a accueilli une cérémonie de présentation. En effet, OPF entendait Observatoire des plaintes non juridictionnelles en matière foncière a fait connaître son domaine de compétences et ses attributions au secteur privé ivoirien. Reportage Philippe Zabo et Doumbia Ayouba. Les raisons de la présentation de l'Observatoire des plaintes non juridictionnelles en matière foncière aux entrepreneurs privés ivoiriens sont multiples. Mais dans leur cas, celui de l'amélioration de l'écosystème des affaires a primé. Il faut retenir que l'OPF est dorénavant un gage de sécurité dans le règlement de litige foncier non juridictionnel. Règlement qui se fera via sa plateforme digitale en 72 heures selon le type de plainte et qui mettra à leur disposition des papiers fiables pour leurs opérations financières et bancaires. Vous savez, l'Observatoire est un outil, un maillon qui manquait, n'est-ce pas, à cette chaîne pour améliorer la qualité des services en matière d'accession à la propriété foncière. Voyez-vous, comme je l'ai dit dans mon exposé, le bien immobilier, c'est un outil qui intervient énormément dans l'activité économique. Il sert, n'est-ce pas, de garantir les prêts auprès des institutions financières et des institutions bancaires. Si donc nos concitoyens, les PME notamment, qui ont un besoin accru d'accès à la finance, n'est-ce pas, au financement, au moyen des financements, ne peuvent pas avoir accès facilement à la propriété foncière, vous comprenez bien que cela handicape grandement l'activité de ces entreprises-là. C'est par un film institutionnel et des échanges qu'ont été présentées les compétences de l'OPF à la CGC, compétences aussi bien internes qu'externes. C'est un organe donc, qui a été mis en place par le ministre en charge du budget et du portefeuille de l'État. Et c'est un organe qui traite des préoccupations des usagers et des services de la conservation foncière et du cadastre. Donc ils sont deux directions principales qui relèvent de la Direction générale des impôts et donc rattachées au ministère du budget et du portefeuille de l'État. Pour le public présent, les performances de l'OPF se jugeront au fur et à mesure des décisions qu'il prendra. J'attends de voir comment ça va fonctionner, effectivement. Je fonde beaucoup d'espoir, en tout cas, sur la mise en place de cet organisme-là. Ça prouve que l'État a pris conscience donc, de la réalité des problèmes des usagers, en tout cas au niveau du foncier. L'OPF a été créé en 2021 par le ministère du Budget. Il regroupe en son sein le ministère de la Construction, les impôts et le cadastre. Le conseil régional du Tcholoro, présidé par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a remis 3 bâtiments de 3 classes bien équipés, plus un bureau et des latrines. Le coût de ces infrastructures de plus de 70 millions de francs CFA. Reportage Ouattara Daouda, notre correspondant régional dans le district autonome des Savanes.
Le conseil régional du Tchologo est au service de sa population. Enseigner et étudier sous un abatam avec des effectifs pléthoriques était le calvaire que vivaient les élèves et enseignants de ces écoles. Ce calvaire reste désormais dans un souvenir lointain. En effet, depuis sa prise de fonction à la tête de cette institution décentralisée, Tenebi Raymond Ouattara a fait de l'école une priorité. C'est pourquoi ce vendredi, il a procédé à la remise de 3 bâtiments de 3 classes, plus bureaux et des blocs latrines d'un coût global de 70 millions de francs CFA aux écoles primaires publiques des quartiers Lanviara 3, Saint-Paul 2 et de résidentiel 2 de Ferkessédougou. Au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, président du conseil régional du Tchologo, Tenebi Raymond Ouattara, le premier et deuxième vice-président ont procédé à la remise de ces infrastructures scolaires aux responsables de l'éducation dans le Tchologo. Des bâtiments équipés en table-banc, en bureaux de maître et en craie. Ces infrastructures sont le fruit de la sollicitation des populations de la commune face aux effectifs pléthoriques des élèves. De ces 3 bâtiments que nous venons de remettre, nous avons bien voulu, par l'entregent de monsieur le ministre, président du conseil régional, remettre quelques matériels didactiques à la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Et ces matériels didactiques sont constitués donc de paquets de craie, de paquets de rames et de l'encre pour aider à soulager en tant soit peu les administrateurs scolaires dans la région. Le conseil régional a compris le cri de cœur des parents d'élèves, de la communauté éducative et a répondu favorablement. Donc c'est avec joie que nous restaurons ces infrastructures qui vont permettre aux uns aux autres de donner le meilleur d'eux-mêmes afin que les résultats scolaires puissent être bons pour le bonheur de la population, pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires ont exprimé leur sentiment de joie et remercient le conseil régional du Tchologo pour ces bâtiments qui désengorgent ces écoles primaires. Il va sans dire que ce nouveau bâtiment-là nous va droit au cœur parce qu'on était confrontés à beaucoup de difficultés. Voilà, nous étions sur les appartements aujourd'hui, grâce au conseil régional. Nous avons les 3 salles, y compris les bureaux. Donc c'est un sentiment de joie que nous éprouvons. Donc je tenais à dire merci au conseil régional. Il est bon de noter que ces remises font suite à celles de la sous-préfecture de Togoniri. D'autres remises sont prévues les jours à venir dans la région. C'est la fin de ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Merci également à tous ceux qui nous suivent à Dabakala, Bongouanou, à Bengourou et partout en Côte d'Ivoire sur le bouquet canal 171 et sur notre page Facebook Business 24 Africa et notre site web www.business24tv.com. Au revoir et à très bientôt.